Gérard Garçon, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, membre du bureau exécutif du FSJU, le Fonds social juif unifié, et vous présidez l'appel national pour la tzedaka depuis 2015. Alors ma première question justement sera de nous expliquer peut-être un petit peu l'histoire de cette grande collecte qui a lieu, vous allez dire depuis combien de temps, et quelle est en fait l'origine de cet appel national pour la tzedaka. Il y a 27 ans, un génial bienfaiteur qui s'appelait le docteur Marcel Goldstein, que sa mémoire soit bénie, a inventé l'appel national pour la tzedaka parce qu'il avait estimé que la précarité touchait une énorme partie de la communauté juive. À l'époque, c'était autour de 10%, et qu'il fallait réunir toutes les associations juives autour de cette bannière de la tzedaka pour apporter un meilleur confort de vie à tous ces gens dans la précarité. Donc 27 ans de campagne. Depuis 27 ans, heureusement, son rêve s'est réalisé. La campagne est pérenne, la campagne prospère, la campagne est de plus en plus médiatisée et apporte de plus en plus d'aide à tous ceux qui en ont besoin. Je rappelle des chiffres qui sont importants. Depuis 27 ans, 600 000 personnes ont été aidées, 60 millions d'euros ont été collectés et redistribués en totale transparence. Mais ce que nous disent aussi tous les experts du tissu associatif, c'est qu'il faudrait 3 fois plus de donateurs et donc 3 fois plus de dons pour arriver à couvrir tous les besoins. Donc c'est une campagne qui marche bien, qui aide beaucoup de personnes, mais qui est malheureusement insuffisante. Donc contrairement à une idée reçue, les Juifs français ne sont pas plus épargnés par la précarité que les autres. Je ne vais pas dire malheureusement parce que ce serait cynique, mais on a les derniers chiffres de la précarité en France montrent que 14,7% des Français sont touchés, membres de la communauté nationale sont touchés par la précarité. La communauté juive est exactement au même pourcentage, voire légèrement plus à cause de l'antisémitisme, parce que ça rajoute ce qu'on appelle la double peine à la précarité. Alors, votre rôle en tant que président de la campagne, quel est-il? Et puis plus largement, quels sont les différents acteurs de la campagne? Quel est le rôle, par exemple, du parrain? Vous allez nous parler du parrain de cette année, personne très célèbre. Bien sûr. Donc, quels sont finalement les différents rôles de tous ces acteurs? Alors, je rappelle d'ailleurs par rapport aux acteurs, qu'à part les acteurs du Fonds social, il y a toutes les associations juives de France sont partie prenante. Absolument. Je pense notamment au consistoire qui soutient activement, bien évidemment, cet appel. Donc, quel est votre rôle comme président? Je rebondis sur le consistoire. Le consistoire est le partenaire historique de la tzedaka depuis 27 ans. Donc, tous les ans, on bénéficie, grâce au consistoire, à l'entrée dans toutes les synagogues pour porter la bonne parole et expliquer aux fidèles que agir pour la tzedaka, c'est une mitzvah, c'est une mission, c'est quelque chose de fondamental. Mon rôle, c'est un rôle, j'ai envie de dire modeste. Je suis l'animateur de la campagne, c'est-à-dire que j'apporte mes idées, j'apporte mon expérience, j'apporte les gens qui sont autour de moi que je motive, que je sollicite, que j'amène dans ce combat. Donc c'est un rôle de coordinateur, en fait. Et Michel Drucker, qui est le parrain de cette année, est quelqu'un d'exceptionnel, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment pris à bras le corps cette mission, qui s'engage énormément. Comme on peut le voir, son nom et son portrait est affiché dans le métro, donc ce qui est quand même exceptionnel pour quelqu'un de cette notoriété, quelqu'un de cette bienveillance, quelqu'un je pense que c'est un vrai courage de sa part, et vraiment je le salue et je le remercie du fond du cœur. Alors vous avez bien fait de rappeler que la tzedaka, c'est une mitzvah, et j'en profite pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent que tzedaka en hébreu, qu'on traduit en général par charité, en vérité se traduit par justice, et c'est une mitzvah, donc c'est un devoir. Alors c'est important parce que la charité, c'est l'élan du cœur, alors que la justice, c'est un devoir. Alors non pas que l'élan du cœur ne soit pas important, mais il y a réellement dans la tradition juive une obligation d'essayer on va dire, de diminuer un petit peu les inégalités sociales. Et je rappellerai aussi que depuis les temps les plus anciens, toutes les communautés juives se sont dotées de fonds de charité. Et je crois que c'est d'ailleurs la vocation principale du Fonds social juif unifié. Tout à fait. Le Fonds social, comme son nom l'indique, agit sur le social essentiellement, donc répare les injustices de la vie. Et quand je parle d'injustice de la vie, évidemment, il y a la précarité qui est la première injustice de la vie, mais il y a également les gens en situation de handicap. Et un chiffre que j'ai appris récemment, c'est qu'il y a 20% des Français qui souffrent d'une manière ou d'une autre
de handicap, 20% des Français. Donc évidemment 20% aussi de la communauté juive. Il y a les personnes âgées isolées, parce que malheureusement dans la communauté juive, les personnes âgées ne sont pas épargnées. Le symbole de l'antisémitisme, vous êtes tous ensemble, vous êtes tous solidaires, dans les faits, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées. Moi, je pense notamment à cette vieille dame que j'ai rencontrée dans un restaurant social à 1 € le repas dans le 19e arrondissement, qui, au milieu du repas, a renversé dans une boîte en plastique qu'elle a sortie de son sac la moitié de son assiette, parce que si elle n'avait pas cette possibilité de remplir cette boîte en plastique, elle n'aurait pas pu manger le soir. Donc ça, c'est une réalité totale. Et puis il y a les femmes battues, et puis il y a les enfants malheureux qui sont dans des maisons d'enfants parce que les parents sont déficients. Si vous voulez, ces injustices de la vie répétées, multiples, nombreuses et pérennes sont la réalité et le besoin d'aider tous ces gens-là. Est-ce qu'il y a des programmes que vous soutenez en particulier dans le cadre de cette campagne 2019 ? Alors, en plus de ce que je viens de vous citer, les femmes battues, les enfants, etc., il y a un nouveau programme qui est malheureusement apparu parce qu'il y a une réalité dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, qui est l'antisémitisme. Cet antisémitisme qui est virulent, qui est violent, qui est menaçant, il touche beaucoup de familles dans tout l'Hexagone, dans certaines zones géographiques à risque. Moi, j'ai le souvenir aussi d'une femme, si vous voulez, je vous donne mon expérience personnelle, et c'est important de donner des images, de raconter des histoires pour illustrer ce que je dis. Donc une femme, famille monoparentale, 3 enfants, qui me disait qu'elle vivait du 1er janvier au 31 décembre, les vitres fermées, les volets fermés, parce qu'elle recevait des cailloux tous les jours contre ses vitres, et chaque fois qu'elle descendait l'escalier, on lui disait « sale juive, on va tuer tes enfants ». Ça, c'était sa réalité au quotidien, elle me le racontait, terrorisée. Donc c'est pour ces gens-là, pour les sortir de ces situations à risque et de ces situations de péril, qu'il y a un programme qui s'appelle appartements provisoires, donc des appartements qu'on meuble, pour lesquels on est garant pour la location et pour lesquels on sort ces gens-là. Donc c'est un programme qui est nouveau et qui est très très important et qui est très onéreux, et c'est pour cela que l'aide doit être grande et forte. Le Fonds social juif unifié, grâce à la campagne de l'Appel national pour la Tzedaka, soutient le fonds d'urgence dont la mission principale est de lutter contre la perte de logement de familles en difficulté. Dettes de loyer ou dettes énergétiques peuvent ainsi être réglées. Le FSJU a aussi permis la création d'appartements temporaires meublés qui permettent d'apporter une réponse immédiate à des situations d'urgence. Ça s'est passé à Rosh Hashanah. Je suis allé à la synagogue le matin et on m'avait invité le midi, mais j'ai pas voulu y aller parce que comme ma femme avait l'Alzheimer, elle était dans un lit médicalisé depuis 3 ans. Elle s'était cassé le col du fémur. Donc je suis rentré et il y avait un incendie. Il y a eu un incendie. Il y avait de la fumée partout. Puis ma femme, elle a inhalé des gaz. Puis elle est décédée 3 jours après l'intervention des pompiers, quoi. Et j'étais marié depuis 46 ans. On était toujours ensemble, quoi. J'ai récupéré que mon ordinateur. Et il y avait des photos de ma femme. C'est tout ce que j'ai récupéré. J'ai vécu dans un hôtel à côté à Saint-Ouen, donc je suis resté à peu près 1 mois. Et après, j'ai l'ami de mon fils qui m'a hébergé et pendant 2 mois, il m'a prêté l'appartement. Et il m'a beaucoup aidé financièrement et moralement, quoi. Le président du Front social, Harry Goldman, c'est lui qui m'a trouvé qui est intervenu pour me trouver un appartement, et c'est grâce au réseau Ezra et le Fonds social qui m'ont beaucoup aidé, financièrement et moralement. Heureusement qu'il y a le FSJU et le réseau Ezra, parce que ça m'a beaucoup touché déjà, qui s'occupe de moi, quoi, parce que ce qui est dur, c'est la solitude, quoi.
Ici, on est dans un des appartements temporaires que nous avons proposés, que nous proposons à des familles ou à des personnes qui traversent une difficulté particulière à un moment donné de leur vie, un moment court, où ils sont dans l'incapacité de pouvoir rester dans leur appartement. Et pour certaines personnes, aller dans un hôtel social, qui reste encore une réponse, c'est très compliqué quand on est âgé, se retrouver dans un hôtel, quand on est une famille, perdre des repères qui sont extrêmement importants, qui sont des repères de la famille, c'est-à-dire cuisiner, c'est-à-dire avoir des chambres pour mettre ses enfants, c'est encore compliqué. Alors le Fonds social a décidé de se positionner autrement, en disant la question du logement, de l'expulsion, du relogement, c'est une des priorités du Fonds social cette année. Et pendant tout ce temps, le Fonds social va apporter des soutiens, que ce soit cet appartement pour lequel, évidemment, un loyer sera extrêmement peu cher, voire même symbolique, et puis tout l'accompagnement qui peut être aussi des aides sociales plus traditionnelles, en attendant que l'appartement dans lequel il loge soit à nouveau possible, à nouveau réintégrable. C'est grâce donc au Fonds d'urgence que nous pouvons aujourd'hui permettre des aides à l'habitat et des aides alimentaires. C'est grâce à l'appel national pour la Tzedaka qui, au quotidien, nous permet d'avoir ces fonds pour pouvoir aider ces gens. Aujourd'hui, c'est 7, 8, 900 situations que nous arrivons à soutenir toute l'année. Alors, toutes ces situations sont très tristes, mais je crois que la force de la campagne Tzedaka, c'est d'organiser des événements festifs. Tout à fait. Pour donner justement aux gens envie de donner. Bien sûr. Et peut-être pouvez-vous revenir sur les grands moments de la campagne, qui est bien au-delà de Paris, je crois que c'est dans toute la France, Absolument. qu'il y a des rendez-vous importants. Absolument. Pouvez-vous en citer quelques-uns? Grâce au réseau du Fonds social juif unifié, on a des délégations dans toute la France, Toulouse, Nice, Lyon, Marseille, Strasbourg, et il y a des événements dans tous ces lieux-là. Et les artistes les plus prestigieux français se produisent, Michel Fugain, Gilbert Montagnier, Michel Boujna. Donc ça, c'est pour les événements en région. Et puis à Paris, effectivement, la cerise sur le gâteau, l'événement le plus festif, c'est le Palais des Congrès, le 16 décembre prochain, où tout le milieu artistique français, toutes les personnalités artistiques françaises se produisent grâce, et j'ai envie de le répéter encore une fois, grâce à Michel Drucker, qui a une aura et une bienveillance légendaire et qui a permis de réunir autour de lui un plateau exceptionnel. Et je précise, très important, que tous ces artistes se produisent gracieusement parce qu'ils croient à cette cause, parce qu'ils savent que cette cause est essentielle et parce qu'ils savent que les promesses qu'on leur a dites sont tenues, parce que ces promesses, c'est important, c'est que l'argent est reversé, que les associations bénéficient de cet argent et que les gens sont véritablement améliorés. Je vous ai cité un certain nombre de situations dramatiques, mais il y a aussi des situations, heureusement, qui s'améliorent. Cette aide que nous apportons, elle permet à des gens de sortir d'un mauvais pas, elle permet à des gens de réparer les injustices que la vie leur a faites, et c'est ça le message que je veux donner, c'est un message d'espoir. La Tzedaka, c'est d'abord l'espoir qu'on donne aux gens et qui leur permettent d'aller mieux. Et cette grande soirée dont vous parlez, elle a lieu où et quand? Le 16 décembre au Palais des Congrès. Pressez-vous de réserver parce que je crois que c'est quasiment complet. Donc véritablement, c'est un moment inoubliable et il faut vraiment y assister tous. Alors concrètement, si l'on veut donner, comment on procède? Le plus simple, c'est d'aller sur le site Appel national pour la Tzedaka. En 2 clics, vous arrivez à donner. Donc ça, c'est très, très, très important. Vraiment, ça prend 30 secondes. Mais ce que je veux dire aussi, et je vous l'ai dit en préambule, c'est qu'il faut 3 fois plus de donateurs, 3 fois plus de moyens. Donc il faut que non seulement vous donniez, mais que vous disiez à votre ami, à votre proche, à quelqu'un de généreux que vous avez autour de vous, de donner également, et qu'il dise à un autre ami. Comme ça, de une personne donatrice, vous en faites 2, puis 3, et on arrive à réparer tout le monde. Ce que vous dites me rappelle un passage talmudique qui dit que plus important encore que de donner, de faire donner, d'inciter en fait les gens à donner, c'est encore plus important. C'est exactement ce que vous venez de dire. Si vous aviez peut-être pour conclure un message, si vous deviez convaincre avec quelques mots les personnes qui nous regardent de donner, quel serait le message fort que vous souhaiteriez faire passer? Moi, j'ai envie de dire que donner, c'est d'abord aimer quelqu'un. Le message, je m'adresse à un rabbin, donc je suis un petit peu un profane et un béotien dans ce domaine, mais aime ton prochain comme toi-même, c'est une des phrases, c'est la clé de la religion juive. Donc aimer
et aider sont deux mots qui sont proches à une lettre près. Donc quand on aime quelqu'un, forcément on doit l'aider. Et l'aider, c'est donner une part de soi-même, c'est grandir, c'est mobiliser la part divine qui est en nous. Donc vraiment, c'est aussi à nous que nous faisons du bien en donnant, parce que ça nous grandit et ça nous permet d'être bien meilleurs. Là aussi, ça me rappelle une phrase du Talmud, on ne s'appauvrit jamais en donnant. Alors c'est dans les deux sens du terme, d'ailleurs, c'est qu'on ne s'appauvrit pas financièrement, mais aussi on ne s'appauvrit pas moralement, puisque le fait et spirituellement, puisqu'au contraire, ça nous enrichit de pouvoir aider les autres. Pour dire un mot là-dessus, et vraiment le Talmud a une corrélation scientifique, puisqu'il y a une étude de l'Université de Maryland qui a constaté que les gens qui donnaient, ça mobilisait, qui faisaient du bien aux autres, ça mobilisait en eux des hormones qui prolongeaient la vie. On sait que les gens qui font du bien vivent plus longtemps et mieux que ceux qui font moins de bien. Alors il y a en plus quelque chose de très beau dans la campagne Tzedaka, c'est que dans la tradition juive, on a différents degrés, différents niveaux de charité. Et parmi les plus hauts degrés, il y a le don anonyme, plutôt le don avec un double anonymat, c'est-à-dire que la personne qui reçoit ne sait pas de qui elle reçoit cette aide, et la personne qui donne ne sait pas à qui elle donne. Et ça permet en fait une sorte de discrétion qui préserve la dignité de la personne qui reçoit cette aide. Bien sûr. Imaginons que nous aidions notre voisin de palier et qu'il ne le sache pas, que nous ne sachions pas. C'est quand même la plus belle des choses. On peut toujours le croiser dans l'escalier, on peut toujours être naturel, entre guillemets, avec lui, et ça, c'est magnifique. Docteur Garçon, merci beaucoup. Je pense qu'en vous ayant écouté, beaucoup de personnes donneront, je l'espère, pour la campagne pour la Tzedaka. Merci. Moi, je voudrais rajouter la phrase qui m'importe beaucoup. J'adore cette phrase « On récolte ce qu'on sème ». Et je voudrais qu'on écrive ce qu'on sème S''AIME, comme amour. Le programme Passerelle du Fonds social juif unifié accompagne les survivants de la Shoah toute l'année. Ce programme bénéficie de la confiance et du financement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Michel Drucker, parrain de l'Appel national pour la Tzedaka, est parti à la rencontre de ses témoins. Bonjour. 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 Bonjour, madame. Bonjour, Jamil. Bonjour, mais on va faire plus en plus connaissance. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais être galant, ça vous en dit pas? On va commencer par là. Hey, quel est votre nom? Oui. Mon nom, pardon, excusez-moi. Jamil Rexanek. Vous êtes né en 1936, c'est ça? Oui. Et vous avez été caché dans une ferme des Yvelines. Oui. Racontez-moi un petit peu. J'étais avec des gens absolument charmants, et qui nous ont toujours caché que nous étions des enfants juifs. Je l'ai su qu'après la guerre. Mais toute la guerre, je ne suis pas allée à l'école, mais on a été couverte par le maire, le curé. Très bien. Quel âge avez-vous? J'ai 83. Qu'est-ce que Passerelle a fait pour vous? Passerelle formidable, oui. Passerelle m'a aidée à faire les démarches pour être indemnisée d'Allemagne. Et ça, c'est énorme. Et puis maintenant, je continue avec Passerelle à faire les sorties, le bel été. C'est magnifique. C'est plus qu'un bel été. Et vous, madame? Monique Rexanek. C'est d'origine polonaise? Oui, Très bien. par notre grand-père. Vous avez quel âge par rapport à votre sœur? 3 ans et demi, 2 mois. Je dis pas 3 ans. Octobre 39. Et vous vivez où? À Paris, Ah, dans le même immeuble. Donc vous n'êtes pas quitté? Non, elle est au premier, je suis au deuxième. Très bien. Vous entendez bien? Ça va. À peu près, hein? Oui. Racontez-moi un petit peu, vous, les souvenirs que vous avez de tout ça. Mais moi, je me souviens plutôt à la Libération, quand j'avais 4-5 ans. Je me souviens des Américains, quand ils sont arrivés là-bas à la campagne. Mon père nourricier avait fait c'était une espèce de caisse, une boîte avec les 2 roues, puis il me promenait dans la cour. Il y avait une grande cour. Il nous donnait des gâteaux, du chocolat. Hein, je me souviens de ça. Et vous, monsieur, quel est votre nom? Je m'appelle Pierre Kahn. Quel âge avez-vous? J'ai eu 87 ans la semaine dernière, enfin il y a une quinzaine de jours.
Alors, vous venez d'où? De quelle région? Eh bien, je viens de Franche-Comté. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Montbéliard, Ouais, je connais à très bien. côté des usines Peugeot de Sochaux. Et la raison de notre implantation à Montbéliard fait que mon père, qui était ancien combattant de la guerre de 14, n'a pas imaginé que, en tant que juif, on puisse le rechercher et lui faire quoi que ce soit. Tout le monde savait que nous étions juifs. Il y avait à Montbéliard une importante minorité protestante. Il y avait une sorte de symbiose entre protestants et juifs. Et ça n'est qu'en 1944 que nous avons été arrêtés. Que faites-vous aujourd'hui? Eh ben, pas grand-chose, en dehors de mes activités à Passerelle, Vous qui est faites quoi à pour moi Passerelle? une famille. Oui. Ben, Passerelle, c'est à la fois une famille pour aider les personnes qui sont plus très jeunes, comme nous, pour essayer de les aider à avoir ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire soit des indemnités, soit de les sortir de leur isolement. Très bien. Et vous, monsieur? Alors, vous venez d'où? Je suis né à Perpignan, par hasard, quoi, comme pas mal de personnes. Que faisaient vos parents? Alors, mon père était ingénieur chimiste, il avait une entreprise de parfumerie. Donc, au départ, c'était sur Paris. Après, il a fui à Perpignan, où là, bon, il a réussi malheureusement à se faire prendre Il a été raflé et en déporté. Mars 44, oui, c'est ça, oui. C'est ça. Vous avez été adopté par le second compagnon de votre maman, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui. Ouais. Oui, oui. C'est pas un détail dans Ouais. votre vie, hein? Oui, Parce que vous C'était avez assez- été obligé d'aller en justice, je crois, oui, pour récupérer le nom de votre père, c'est ça? tout à fait. Je À pense quoi- Racontez-moi, à quoi Oui. ressemblent vos journées? Racontez-moi, parce que moi, la retraite, ça va arriver aussi bientôt. Oui. J'encadrais des gens pour faire de l'escalade, mais il y a très longtemps. Oui. Et après, ça s'est transformé en randonnée. Et puis ensuite, comme je fais toujours partie du club alpin, donc je me suis mis au parapente à ma retraite. J'avais Quoi, une vous soixantaine d'années. Vous faites encore du Et ça parapente? fait, c'est la dernière. Tous les ans, je dis c'est la dernière année. Je parapentouille, hein, mais Attention, hein. j'ai toujours le parapente à la maison. Bon, voilà. Vous, c'est Fort Boyard qui vous Oui, oui, quitte, oui. qui Non, mais vous ça, guette, vous. Hein. Ça permet de s'évader complètement des Non, problèmes. je dis ça parce que ça reste dangereux, le parapente. Moins dangereux que, disons, je suis plus en fin de compte, Primo Levi que Cyrulnik, si vous voyez Ouais. ce que je veux dire. Je vois très bien. Et bon, voilà, et je suis dans les airs, ça oblige à avoir une telle concentration de tous les côtés que ça rince. C'est mieux que d'aller en psychiatrie. Oui, voilà, c'est un peu ça. Quoi. Très bien. Et vous, monsieur? Salomon Morgenstein. Alors, je vais vous dire, moi, j'étais donc enfant de prisonnier. Oui. Et par le canal d'une assistante sociale de la Croix-Saint-Simon, j'étais caché en Vendée. Mais je crois que vous avez été médecin. J'étais médecin, oui. Alors là, dès que je vois un médecin, je m'arrête. Ah bon? Mon père était médecin, Oui, je sais. mon frère l'est à la retraite. Mhm. Vous avez fait vos études de médecine où À ça? Paris, À Paris. ouais. J'étais médecin en banlieue, exactement à Draveil. Oui. Généraliste? Généraliste, oui, c'est ça. Comment occupez-vous vos journées? Est-ce que quand vous avez arrêté votre métier de médecin, Oui, ça a été difficile? c'est très difficile. Parce que mon père, quand il s'est arrêté, qu'il a pris sa retraite, ça a été compliqué, Ben oui, c'est le manque de contact. évidemment. Voilà. Je reviens à vous dans un instant. À vous, madame. Mes parents avaient vraiment le désir de s'insérer dans cette société française. Malheureusement, ils n'ont pas été français. Est arrivé l'exode. Je m'en souviens comme si c'était hier. On est parti en Normandie. C'était mon premier voyage. Pour moi, c'était les vacances et c'était la première fois que je voyais la mer. Donc voilà, est arrivé le 16 juillet 1942. Ma mère a été arrêtée chez nous. Et grâce à sa réaction extraordinaire, et je ne cesse tous les jours de penser à l'énergie qu'elle a eue, quand la police était là, et il y avait 2 ou 3 policiers, elle a dit, en criant très fort, « Laissez-les, la grande s'occupera de la petite ». Et je ne sais pas si moi, j'aurais eu ce courage d'avoir fait ça. Voilà. Ma mère a été déportée, Auschwitz, son retour. Et aujourd'hui, Aujourd'hui- vos relations au sein de Passerelle. Aujourd'hui, je vais dans les écoles faire des témoignages. Et là, Alors, la transmission, c'est un mot important pour vous, la transmission. Vous racontez un peu votre parcours Bien sûr. aux jeunes. Oui, Ils sont attentifs, ils sont Très. intéressés. extraordinaire.
Et vraiment, j'ai un contact fabuleux. Je pense que c'est vachement important que nos histoires ne tombent pas dans la poubelle de l'histoire. Quand je vois aujourd'hui où on en est, quand j'entends ce que j'entends à la radio, j'ai la colère. J'ai vraiment la rage et je voudrais que les Juifs se mettent en mouvement, qu'on fasse quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible de rester inactif. Et vous, madame? Cécile Corman. Oui. Vous, c'est l'Isère. Voilà. Hein? À côté de Grenoble. À côté de Grenoble. Je suis née en avril 1944. Ma mère a accouché sous un faux nom. Mon père avait changé aussi son nom. Et il a fallu après, quand tout s'est terminé, passer par un jugement pour retrouver nos identités. Alors, parlez-moi de passerelle. Oh, merveilleux. On retrouve une convivialité. Oui, je vois. Des dames, on ne se connaissait pas. On a sympathisé, c'est super. Très bien. Et passerelle, quand on n'a pas les moyens de faire un voyage, vous aide. Et j'ai voulu dire merci. On m'a dit non, non, c'est normal. Et vous, madame? Je m'appelle Lucienne Kukierman, née Nashberg. Je suis née en août 1938. Et vous, votre papa est arrêté dans l'Indre? Oui, à côté de Châteauroux, En à Aigurande. En 1943. En 1943, en représailles des officiers allemands qui avaient été tués par des résistants. Et le gouvernement allemand a demandé 2000 hommes juifs. Et mon père a été raflé, j'avais donc 4 ans. Et Gurs et Drancy, après. Exactement. Absolument. Absolument. Il n'est pas revenu, bien entendu. Et vous, messieurs? Oui. Quel est votre nom? Charles Lezerovitch. Vous avez pu être transféré en Suisse avec votre maman et votre frère. Dans quelles circonstances? Au départ, bon, j'avais 6 mois, on habitait à Paris. Mon père, il a été convoqué au gymnase Japy. On habitait à côté, hein, c'était dans le 11e. Même que son frère lui avait dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et il a dit si, je vais y aller parce qu'on m'a dit si j'y vais pas, on va prendre la femme et les enfants. Donc il a été, j'ai présenté, il est parti à Drancy, à Bonne-la-Rolande et Auschwitz, bien entendu. Par rapport à ça, justement, il y a quelque chose qui me marque beaucoup. À peu près, on va dire 40 ans. J'étais pas bien, et on m'a conseillé d'aller voir un psychanalyste. Et j'étais le voir au bout de 5 ans de psychanalyse. Et je lui ai dit à un moment donné, j'ai besoin d'aller à Auschwitz. Pour justement, Et il m'a dit, je savais que vous me diriez ça. Et donc je suis allé à Auschwitz. Et quand je suis revenu, j'avais fait mon deuil, j'étais soulagé, voilà, c'est quelque chose qui a été très, très, très positif pour moi, ce voyage. Voilà, c'est quelque chose qui me... Par rapport à cet épisode-là... Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? J'ai toujours fait du sport parce que quand j'étais petit, j'étais gros, pratiquement obèse. Et c'est mon frère qui, lui, était assez maigre. Il m'a poussé à faire beaucoup de gymnastique, de sport pour maigrir. Et à l'armée, il s'est présenté le judo. Et c'est là que j'ai appris, j'ai travaillé le judo. Et quand je suis sorti, j'ai fait 2 ans. Pour être professeur, vous faites d'abord ceinture noire, évidemment. Évidemment. Première dan, deuxième dan? Alors moi, je suis 3e, mais c'était... oui, mais c'était pas une vocation. C'était, je pensais même pas du tout faire ça. J'ai aimé le judo, avec tout ce que ça représente, mais un judo éducatif. Hein, j'ai compris. Voilà. Quel âge avez-vous? Je viens d'avoir 79 ans. Ouais. Oui. Et vous faites toujours un peu de sport? Je fais pas mal, du sport, oui. Alors, j'ai un élève qui a repris un club derrière moi, qui m'invite à chaque fois pour des fêtes de Noël et juin. Et puis, je fais souvent une démonstration avec lui. Où je fais après 80 ans? J'ai pas encore 80 ans. Oui, mais enfin, ça va pas... Je vous signale que ça va pas tarder. Ça va pas tarder, il paraît, oui. Moi, je me fais du temps après. Alors, vous êtes ici à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est une fondation jeune qui a été créée en 2000. C'est la suite directe du discours de Jacques Chirac, du président Jacques Chirac,
au Veldiv lorsqu'il a reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Et c'est pour cela que nous considérons ici à la Fondation pour la mémoire de la Shoah que c'est un devoir pour nous d'être en soutien des rescapés de la Shoah, les anciens déportés, mais aussi tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont dû se cacher, ces enfants orphelins et qui aujourd'hui ont besoin parfois d'aide. Certains ont pu se reconstruire une vie professionnelle, une vie familiale, mais beaucoup se retrouvent démunis et beaucoup se sentent seuls et ont besoin de partager. Et la Fondation pour la mémoire de la Shoah travaille avec un certain nombre d'institutions, et notamment avec le service passerelle du FSJU. Ça fait presque 20 ans que le partenariat existe avec le service passerelle, parce qu'il y a là une équipe très motivée qui a décidé d'être proche des survivants, de pouvoir les écouter, de les orienter, de les accompagner. Certains ne savent pas qu'il y a des aides. Passerelle est là pour les aider, les accompagner, leur permettre de remplir un dossier pour obtenir une indemnisation. C'est aussi un lieu d'écoute, un lieu où ils partagent. Et c'est un honneur pour nous et un devoir pour nous que de les aider et de les accompagner pour leur permettre d'avoir une vie plus paisible que celle qu'ils ont connue étant enfants. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas été élevé dans la tradition, mais mes parents, sont venus, je vous l'ai dit, les uns en Israël dans les années 50. Mon papa s'appelait Abraham Drucker. Il était médecin, numerus clausus. Il a attendu, je vous l'ai dit, longtemps sa naturalisation. Et puis après, il a exercé ce métier qu'il a adoré. Il a été dénoncé dans un petit village de Basse-Normandie où j'ai grandi, en 1942. Et il est parti. Il a fait un passage cauchemardesque à l'hôtel Excelsior à Nice, où il aurait pu croiser Simone Veil et sa sœur, d'ailleurs. Et puis c'était Compiègne, et puis Drancy. Il était médecin. Il a sauvé ce qu'il pouvait sauver. Je vais vous dire pourquoi je suis venu vous voir et pourquoi j'ai accepté d'être le parrain de la Tzedaka. C'est que, même si on n'a pas été élevé dans la tradition, nul ne guérissant de son enfance, c'est ce qu'a chanté Jean Ferrat, les racines reviennent avec le temps. Voilà. Et j'ai fait un passage sur la scène de la Tzedaka il y a quelques années, et ça a été vraiment un choc pour moi. Et j'ai pensé à ma maman. Voilà. Et ma maman était plus respectueuse de la tradition. Et ce n'est que très tard que j'ai été un peu rattrapé par mes racines. Et la Tzedaka y est pour beaucoup. Et puis, il y a un souvenir qui est revenu. Dans les années 60, j'ai fait mon service militaire. Comme j'étais un cancre au lycée, je n'étais pas sursitaire. Comme tous les étudiants qui faisaient de longues études, mes frères ont été exemptés. Et j'ai fait mon service militaire. Ça paraît surréaliste que je vous raconte. Simone Veil, quand j'ai raconté ça la première fois, elle m'a dit « Michel, vous êtes sans doute le seul dans le monde à avoir vécu ça. » Figurez-vous que j'ai été affecté à Compiègne et que j'ai fait mon service militaire dans le baraquement de l'infirmerie d'Abraham Drucker. Entre parenthèses, le camp de Compiègne, il faut le savoir, c'est là où les premiers wagons plombés sur l'Oise sont partis pour Auschwitz. Et je ne me suis pas rendu compte à l'époque de l'ironie tragique de l'histoire. C'est que 18 ans, c'est rien 18 ans, après mon père, j'étais moi aussi au camp de Royalieu pour faire mon service militaire. Et donc, ça a été un choc terrible pour mon père. D'ailleurs, je n'ai pas voulu qu'il vienne me voir. Je suis resté près d'un an. Lorsque l'historien du mémorial qui fait visiter le camp, devenu un mémorial, s'arrête devant un des 3 baraquements, c'est tout ce qui reste sur les 17, il doit y avoir 3 ou 4, pas plus, et qu'il dit, voilà, et là, nous arrivons devant le baraquement, et là, il marque un temps d'arrêt parce qu'il me voit, il savait que j'étais là, qu'il y avait des caméras de la télévision qui étaient là, et là, c'était l'infirmerie d'Abraham Drucker. Et je découvre que j'ai passé 1 an au même endroit, ce qui est assez vertigineux tout de même. Il y a un petit mot, juste pour vous remercier de vous être dévoilé comme ça.
et que tout le monde se soit dévoilé, parce qu'on se connaît, mais sans savoir le début de la vie de chacun. Et ça, merci. Est-ce que je peux rajouter un mot? Je suis très heureuse d'être venue aujourd'hui. Nous sommes là, nous sommes joyeux, mais zenendou et mes blavdou. Je ne sais pas si vous comprenez le yiddish. Nous sommes là et pour longtemps. Et voilà. Le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux. Et surtout, pouvoir chanter que c'est beau la vie. Dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. Dominique Farrugia, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de cinéma. Oui. Et surtout, vous avez été, il y a quelques années, avec Yvan Attal, parrain de l'appel national pour la Tzedaka. Et donc, mes deux premières questions seront les suivantes. D'abord, qu'est-ce que vous pensiez apporter en étant parrain de la Tzedaka? Et peut-être encore plus intéressant, qu'est-ce que vous a apporté le fait d'être parrain de l'appel national pour la Tzedaka? Le plus important, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, d'aller rencontrer les différentes associations auxquelles la Tzedaka donne de quoi tenir l'année. Et j'ai été très ému souvent de voir de la manière dont on s'occupait des gens, des handicapés, par exemple, ce qui me tient à cœur, des handicapés mentaux qu'on faisait travailler, qu'on ramenait dans la vie. Des mamans qui n'ont pas assez d'argent pour offrir un cartable à la rentrée à leurs enfants. Au lieu de leur donner un cartable, on organise une fête avec des cadeaux et au milieu des cadeaux, il y a un cartable. Voilà, c'est cette philosophie de toutes ces différentes associations qui m'a beaucoup apporté en tant qu'homme. Ensuite, moi, ce que j'ai apporté à la Tzedaka, c'est juste un peu mon nom et surtout le nom d'Yvan Attal qui ne voulait pas au début aller demander d'argent et qui en fin de compte s'est retrouvé au milieu de 5000 personnes en train de ramasser des chèques. Donc c'était drôle. C'est ça. Et aujourd'hui, on parle beaucoup en France de la fracture sociale, des inégalités sociales. Comment justement vous voyez cet appel national pour la Tzedaka par rapport à la situation actuelle? Alors, d'une part, pour notre communauté, manger cachère, c'est très cher. Et rien que ça, la Tzedaka aide à respecter et à essayer de rester, comme je le disais, dans la vie et dans la religion. La fracture sociale, elle est immense en ce moment. C'est de pire en pire. Et l'État ne peut pas tout faire tout seul. Et si des associations comme la Tzedaka ne viennent pas justement en aide à des associations, et qu'elles soient de toute confession, puisque elles aident tout le monde, c'est magnifique de pouvoir aider. Alors, est-ce que vous pensez qu'en tant que juif, on a quelque chose à dire de spécial? Parce que la charité, finalement, c'est quelque chose d'universel. Est-ce qu'en tant que juif, on a un message particulier? Enfin, moi, en tant que rabbin, je dirais d'abord qu'en tant que juif, la tzedaka, c'est un devoir. Et il y a même quelque chose de très beau. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est censé donner 1/10 de ses revenus. C'est beaucoup, hein? Je sais. 10% de ses revenus nets à la tzedaka. Après les impôts, ça fait mal. Après les impôts, et... Non, je sais. Il faut savoir donner un peu de ce qu'on a reçu. C'est 10%. Non, mais c'est vrai que cet appel national de la Tzedaka, tout d'un coup, c'est un immense mouvement qui va vers les autres. Quand on était petit, on connaissait ces petites boîtes qu'on avait souvent dans la cuisine. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose d'immense. Et oui, nous, en tant que juifs, on doit donner. Alors, on donne de son temps, de sa personne, de ses connaissances, de son argent. L'appel au don, c'est quelque chose d'important. En tout cas pour moi, et ça a révélé beaucoup de choses aussi, comme on le disait précédemment, de voir justement ces gens qui travaillent bénévolement pour d'autres et qui essayent de les maintenir à flot. C'est ça qui est formidable. Et quand on est humoriste,
C'est pas trop difficile, justement, de voir toutes ces situations tristes, en définitive. Alors, parfois, l'humour apporte un peu de douceur dans un monde de brutes, mais avant tout, je suis un homme et juif de surcroît, donc mon devoir est de donner. Je donne ce que je peux donner. Ouais. Est-ce que si vous deviez en quelques mots essayer de convaincre les personnes de donner, quel serait peut-être l'argument principal, essentiel? Il est difficile cet argument à trouver, mais venez visiter une association. On passe une journée ensemble, je vous en fais visiter 5. À la fin, vous donnerez beaucoup. Oui, en fait, c'est quand on voit le vécu de ces personnes. C'est fantastique, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a le film Hors Norme en ce moment de Toledano et Nakache en salle qui marche bien. On voit le travail de ces associations et on voit où l'argent de la Tzedaka va aider ces enfants autistes qui n'ont plus d'endroit où aller et qui sont recueillis par ces gens et qui les aident au quotidien d'une manière incroyable. Incroyable. Du coup, vous comprenez que le Talmud dit que la Tzedaka, le commandement de la Tzedaka, équivaut à l'ensemble des commandements du judaïsme. Vous me l'apprenez. C'est un très beau commandement. C'est un très très beau commandement. Venir en aide aux plus faibles, c'est prépondérant. Et dans notre quotidien, il faut le faire. Il faut le faire. Bien sûr donner, mais aussi aller s'occuper un petit peu des gens. D'ailleurs, il faut expliquer que la Tzedaka, c'est le don d'argent, et qu'il y a un autre concept dans le judaïsme qui s'appelle Gimilut Chasadim, qui est l'altruisme. Vous en avez parlé tout à l'heure quand vous avez dit que ce n'était pas seulement de l'argent, mais par exemple rendre visite à des malades, consoler des gens dans le deuil, etc. C'est plus largement, c'est donner de son temps aussi. Je crois que c'est aussi ça que vous avez vécu en tant que parrain de la Tzedaka. En tant que parrain, je l'ai vécu, et aujourd'hui, en tant qu'anonyme, je le fais aussi. Je vais visiter des centres. Justement, je suis très proche de gens qui s'occupent d'handicapés mentaux, légers, et qui, ce que je vous disais, les ramènent dans la vie. C'est-à-dire que souvent, ils sont seuls, sans appartement, vivant avec leur famille, c'est très difficile, mais ils sont capables de travailler, ils sont capables de faire des choses. Et il faut leur donner une raison de se lever le matin et d'aller quelque part. Et bien voilà, ces associations aident. Et ça, c'est René Twitou qui aujourd'hui est à la retraite, mais qui m'a vraiment éclairci sur le fait d'aller voir ces gens et d'aller leur parler et d'être assis avec eux et d'avoir une conversation. Parce qu'ils ont peu de gens qui viennent les voir. Là, cette année, dans la campagne 2019, vous jouez également un rôle dans cette campagne. Quel est-il? Alors, je joue un petit rôle, parce que lorsqu'on est parrain, un jour, on l'est pour toujours avec la Tzedaka. Donc, on va animer une sorte de faux burger quiz pour Madone et rire avec ça, et peut-être tirer un peu d'argent de tout ça, et tirer des dons. Il y a le dîner des parrains qui est très important, car il y a de gros donateurs qui viennent ce soir-là. Et puis d'avoir Michel Drucker cette année, c'est vraiment intéressant, quelqu'un qui comme moi, est retourné vers le judaïsme tard et donne de sa personne. Voilà, c'est vraiment très important. Dominique Farrugia, merci beaucoup pour votre témoignage et empreinte d'humanité, et merci beaucoup. Merci à vous, merci Maroc. Bon dimanche à toutes et à tous et très bonne semaine.